Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind2Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche matin et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour ce café du dimanche, notre traditionnelle rubrique consacrée à la macroéconomie et aux grandes tendances boursières. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et s'il vous plaît, je vous rappelle également que les likes pour moi, c'est le plus important. C'est la seule rémunération que j'ai pour ces vidéos gratuites que je vous présente systématiquement sur la chaîne Mind2Cash. Je vous rappelle également qu'il existe la chaîne Telegram dont le lien vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Vous pouvez retrouver des discussions très intéressantes au sujet de la bourse et de l'investissement en général. Au menu aujourd'hui, ça sera notre traditionnel tableau du bord où je vous présente toutes les semaines les indicateurs que moi je trouve principaux, les plus importants pour analyser la situation économique globale. Ensuite, nous allons parler des risques qui commencent à se présenter sur les marchés financiers, parce que là on aura pas mal de sujets dans cette vidéo concernant notamment l'inflation, concernant notamment le risque de la fin des quantitative easing et éventuellement la remontée des taux. On va voir tout ça ensemble. Nous allons analyser les tendances des grands indices. Là je vous rappelle que je suis principalement l'indice Nasdaq. Et nous allons regarder globalement quels sont les indicateurs qui ont été publiés et qui affectent le plus les tendances boursières. Je commence traditionnellement par notre tableau de bord de l'économie, vous le voyez sur votre écran. Je vous rappelle que j'enregistre cette vidéo, c'est midi le vendredi, donc les marchés américains ne sont pas encore ouverts, je ne sais pas quelle sera la clôture de la semaine. Donc là, pour l'instant, avant l'ouverture, il y a une stabilité en fait sur les marchés financiers parce que les marchés s'attendent à la publication des statistiques de l'emploi aux États-Unis. C'est une des statistiques les plus regardées en ce moment parce que quelque part, ça affecte la décision de la Réserve fédérale, dont on va largement parler pendant cette vidéo. Globalement, cette semaine, elle était assez calme, mais quand même, on commence à ressentir une certaine agitation qui revient sur le marché. Vous voyez que, en tout cas, au moment quand je registre cette vidéo, les indices sont en négatif pour une semaine, donc c'est en négatif, on va dire, très léger, donc on ne peut pas encore parler d'une chute boursière ou quelconque correction, mais dans tous les cas, nous voyons que VIX, elle commence à se rapprocher quand même des niveaux de vent, donc là, pour moi, le niveau de vent, c'est le niveau pivot, quelque part, là, on passe dans un scénario plus risqué, et tout ce qui est en dessous de vent, on est plutôt dans un scénario d'accalmie sur les marchés, donc quand tout va bien, on ne s'attend pas d'avoir des grosses perturbations. Le temps qu'on parle des indices boursiers, je vais tout de suite regarder l'image technique sur le Nasdaq. Cette ligne verte que je vous ai dessinée il y a 2 semaines, avant que j'étais parti en vacances, donc vous voyez que bon, pas grand-chose qui a changé, honnêtement, pour l'instant. Aucun de ces scénarios baissiers que je vous ai dessinés n'est pas annulé pour le moment. Donc, il y en a un certain qui disait sur Telegram, par exemple, que là, on ne voit pas la baisse. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on ne la voit pas encore. Donc, du coup, on est plus dans un marché qu'on appelle parfois sideways, donc le marché avec une tendance neutre, parce que, justement, les marchés sont attentistes par rapport à la réunion de la Réserve fédérale qui aura lieu 16-17 juin. Et c'est par rapport à cette décision, on va nous clarifier en fait quelle sera la politique de la Réserve fédérale. Et je vous rappelle toujours que c'est les injections de la part de la Réserve fédérale qui tiennent les marchés à flot. Et donc si les liquidités seront là, dans ce cas-là, la hausse peut continuer. Mais par contre, ça, ce sera le sujet principal de cette vidéo. Il y a de plus en plus de rumeurs que cette liquidité ne sera pas fournie de manière aussi abondante comme ça a été le cas ces derniers mois. Donc du coup, pour l'instant, juste pour vous faire une petite mise à jour sur la situation technique, pour moi, rien n'a changé. Hein. J'attends toujours que la deuxième vague de correction boursière devrait normalement avoir lieu tôt ou tard. Donc pour moi, le niveau le plus bas possible, c'est les 12 000 points. Je sais que c'est un peu loin, ça peut paraître improbable au jour actuel, mais pour moi, en tout cas dans un scénario où effectivement Jérôme Powell, dans son discours, mentionnera au moins la fin de la programme de quantitative easing et surtout s'il va mentionner la remontée des taux, dans ce cas-là, ces niveaux vont devenir très rapidement abordables, très rapidement envisageables. Donc pour moi, rien n'a changé, donc je pense qu'on va évoluer dans un marché très nerveux avec des hausses, des baisses
qui vont généralement converger vers un équilibre jusqu'à cette réunion de la Réserve fédérale. Donc pour ceux qui tradent la volatilité, ça sera probablement une bonne opportunité. Ceux qui tradent la volatilité, ils tradent des options. Ça, c'est un sujet que je vais bientôt présenter de manière très exhaustive sur la chaîne Mind the Cash. Non, mais en tout cas, jusqu'à cette réunion, on est dans un flou total, donc les marchés peuvent se corriger parce que pour moi, le marché aujourd'hui n'intègre pas du tout ce scénario de la fin des QI et de la probable remontée des taux. Donc, encore une fois, ce n'est pas mon scénario de base, mais en tout cas, les marchés ne croient pas pour le moment, mais s'il y a une mauvaise surprise pendant ce discours de la Réserve fédérale, dans ce cas-là, on pourra vivre vraiment des moments difficiles en bourse. En tout cas, pour moi, même avant cette réunion, on devrait vivre une certaine correction, parce que quand même, il existe la probabilité que la politique monétaire change, et cette probabilité n'est pas du tout pricée dans les cours actuels. Donc, pour moi, je ne m'attends pas à une chute des marchés avant la réunion de la Fed, mais en tout cas, la petite correction qui va probablement suivre justement cette troisième vague sur le modèle Elliott que je vous ai présenté il y a un mois, et qui d'ailleurs s'est confirmée jusqu'à aujourd'hui, elle peut très bien avoir lieu. Donc, en tout cas, seule chose que je suis presque convaincu que dans les circonstances actuelles, on ne peut pas vivre une hausse stable, donc une hausse forte, on ne pourra pas se permettre, parce que vraiment, avec toutes les incertitudes que nous vivons aujourd'hui, qui pèsent actuellement sur le marché, je ne vois pas dans ce scénario haussier durable sur le marché financier. Évidemment, on peut avoir des rebonds techniques, tandis qu'il y a aussi des pullbacks techniques, mais en tout cas, ce n'est pas une tendance claire. Il n'y a pas de tendance, il n'y a plus de tendance haussière. Un petit détour par rapport à mon positionnement spéculatif pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Déjà, tout d'abord, je vous félicite de rejoindre notre communauté. J'ai deux portefeuilles. En fait, le portefeuille principal où j'investis dans les actions. Donc ça, c'est bon, là, je veux pas, c'est pas le sujet de cette vidéo. Il y a beaucoup d'actions que j'ai investies au sein de ce portefeuille. Et c'est une stratégie plutôt long terme, quelque chose entre long terme et swing trading. Mais en tout cas, je suis principalement long sur ce portefeuille. Quasiment, j'ai toutes les positions qui sont à l'achat. Donc, je fais pas des shorts, je fais pas de position spéculative, peut-être très rarement sur des dossiers très particuliers, mais en tout cas, c'est pas la stratégie cœur de ce portefeuille. À côté, j'ai un autre portefeuille où je fais la tendance spéculative qui me sert dans la plupart des cas comme un hedge, comme une couverture par rapport au portefeuille principal. Les principes du hedging, je vous ai présenté dans la dernière vidéo quand j'étais en vacances, et j'espère que la qualité ne vous a pas trop perturbé parce que j'ai malheureusement oublié quelques matériels. Donc je vous ai présenté, en tout cas j'ai essayé de le faire, comment j'organise le hedging de mon portefeuille principal. Et donc dans ce portefeuille actuellement, j'ai augmenté ma position short sur le Nasdaq, donc je suis déjà quand même pas mal exposé à la baisse, parce que je trouve que les marchés aujourd'hui ils sont trop optimistes par rapport à des nouvelles, par rapport à de nouveaux messages en provenance des dirigeants de la Réserve fédérale. Et pour moi, il devrait y avoir un repricing des marchés, notamment sur le marché technologique du Nasdaq, qui est plus sensible au taux d'intérêt à la fin de les quantitative easing. Et c'est pour ça que j'ai pris un short qui quand même représente à peu près 60% de mon portefeuille principal. Donc mon portefeuille, évidemment, il contient beaucoup de valeurs qui font partie du Nasdaq, et pas que d'ailleurs, mais en tout cas, ce sont principalement des valeurs de croissance. Et donc, du coup, pour le hedging, c'est logique que j'utilise l'indice Nasdaq pour couvrir mes positions dans ce portefeuille. Voilà, donc en gros, c'est ça le snapshot de mes positions. Je suis lourdement investi dans les sociétés technologiques, et pas que technologiques, évidemment. Donc, il y a de la pharma, il y a des biotech, il y a des sociétés de croissance, c'est plus exactement. Et effectivement, maintenant, le hedge, il est quand même assez important. On peut me poser la question pourquoi je n'ai pas pris la décision d'alléger mon portefeuille. En fait, je l'ai fait un tout petit peu, mais par contre, et ça, c'est probablement quelque chose qui prouve en fait une certaine sérénité de mes investissements. J'ai fait un tour de mon portefeuille où il y a beaucoup de lignes, mais par contre, je n'ai pas trouvé beaucoup de lignes dont je voudrais me débarrasser. Même sachant que j'anticipe quand même une forte correction boursière cet été, mais je ne veux pas faire Armageddon aujourd'hui, mais en tout cas, pour cet été 2021, je suis plutôt bearish. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé une action dont je voudrais me débarrasser. Je sais qu'il y a un fort risque que ces actions baissent, mais je préfère de prendre les positions
spéculatif de couverture à côté que de vendre ces portefeuilles, parce que si je me trompe, je ne suis pas quelqu'un qui est convaincu que j'ai toujours raison. Je pense qu'il y a beaucoup de chaînes avec des personnes qui sont convaincues de leurs opinions. Moi, ce n'est pas le cas. Je sais que je peux avoir tort. Je sais que Jérôme Powell peut au contraire assurer les marchés comme on le faisait beaucoup de fois dans le passé. Et la tendance haussière peut continuer. Et dans cette situation, je ne veux pas rester sans position. Je ne veux pas perdre mes chères sociétés dans lesquelles je crois, mes sociétés de conviction. Et c'est pour ça que je préfère d'avoir une stratégie spéculative à côté, où je peux sortir de manière assez flexible, soit avec des stops, soit avec des options, parce que j'utilise beaucoup les produits optionnels. Donc voilà, en gros, c'est ça mon positionnement. Je suis très long dans un portefeuille principal, et du coup, maintenant, je deviens très short sur mon position de couverture, et j'espère que mes valeurs dans mon portefeuille vont surperformer les... Maintenant, je reviens sur le tableau de bord. Je vais parler un tout petit peu de devises, parce que c'est vrai que c'est rare que j'en parle. Donc, dollar, il est en train d'être massacré par rapport à l'euro, et en fait, par rapport à tout un tas d'autres devises. L'indice de dollar, en fait, dollar index, il est au plus bas depuis pas mal de temps, d'ailleurs. Donc là, je vais vous ouvrir le graphique. Donc vous voyez que depuis, si je prends le graphique 5 ans, donc là on est au plus bas depuis 2018. Donc vous voyez, donc ça c'est quand même assez impressionnant. Et je peux avoir plein d'idées pourquoi ça se passe comme ça. Mais je ne trade pas les marchés de devises, hors le marché russe, mais ça c'est assez particulier. Pourquoi je ne trade pas les marchés de devises et pourquoi je ne vous conseille pas de le faire? Tout simplement parce que le marché de devises, c'est un des marchés les plus complexes. Il est souvent présenté par les scammers, donc faut le dire honnêtement, parce que c'est un marché qui autorise beaucoup d'effets de levier, et on peut avoir une impression que c'est très facile de trader, parce qu'effectivement avec peu de capitaux, vous pouvez ouvrir des positions assez importantes. Donc vous pouvez vous sentir comme un grand gérant de fonds en ayant genre 10 000 euros sur le compte. Mais dans tous les cas, ces actifs sont probablement un des moins prévisibles. Pourquoi je préfère les actions? Tout simplement parce que quand j'analyse une action, il y a juste un certain nombre de critères très limités que je peux analyser. Genre, il y a le bilan, comme je dis toujours, il y a 3 piliers en fait dans l'investissement Mind the Cash, c'est macro, fondamental et l'analyse technique. Donc pour moi, quand j'ouvre une action, je sais qu'il y a un bilan, je sais combien elle gagne. Ça, ce sont des données objectives. Évidemment, je mets de côté les cas des fraudes comptables, des choses comme ça. Mais ensuite, je peux analyser quels sont les potentiels passé, après les prévisions des analystes. Je vois les ratios de valorisation, etc., etc. Ensuite, je peux regarder l'analyse technique pour voir le dynamisme de ce titre. Regarder à partir de quel niveau on commence à l'acheter, à partir de quel niveau on commence à le vendre, prendre une telle ou telle décision. Donc en fait, j'ai un certain nombre de critères qui sont parfois quand même assez difficiles à analyser, mais c'est un nombre de critères limités que moi je suis capable d'analyser. Et même je vous dis que pour les grosses entreprises internationales, c'est assez compliqué de l'analyser par rapport aux petites entreprises de niche. Mais quand vous parlez des devises ou des matières premières, notamment pour les devises, vous devez analyser tout un tas de phénomènes qui ne sont presque analysable, même par les professionnels de plus haut niveau. Vous pouvez regarder les prévisions des grands spécialistes. Typiquement, souvent, j'utilise un exemple de Patrick Artus, qui est évidemment une compétence incontestable, mais en tout cas, ses prévisions sont souvent fausses. Donc, pourtant, c'est une analyse de grand niveau. Et donc, si vous prétendez que vous faites mieux l'analyse que lui, ou vous faites mieux que tout un tas d'analyses qui sortent sur les différentes devises tous les ans, et tous les ans, la plupart de ces analyses se trompent, donc vous pouvez très bien voir que c'est pas si facile à analyser ce type de marché. Donc ça veut dire que si vous investissez sur les devises, presque l'analyse fondamentale il est presque irréalisable. Je vous donne par exemple une simple exemple. Vous pouvez tout analyser, vraiment faire un travail fou pour analyser une paire euro-dollar, mais finalement, si la Banque centrale décide de changer sa politique, ou bien la Banque centrale tout simplement fait une manipulation, genre d'un déplacement de fonds sur des marchés repo, reverse repo, choses comme ça peut affecter de manière absolument incompréhensible ce marché. Et vous n'allez jamais savoir, vous n'allez jamais être informé en avance et vous n'allez jamais
pouvoir anticiper ce type de mouvement. Après, c'est vrai qu'avec l'analyse technique, vous pouvez faire certaines choses, mais encore une fois, si les gros intervenants vont faire quelque chose sur ces marchés, aucun l'analyse technique ne vous montrera quelconque signal là-dessus. Donc c'est pour ça que moi je pense que on peut faire des choses si vous êtes vraiment très balèze dans les robots de trading, des choses comme ça, mais en tout cas, se faire de l'argent sur ce marché-là de manière systématique, mais ce qui m'intéresse, c'est de gagner de l'argent systématique, pour moi c'est très difficile. En tout cas, peut-être pour vous, vous avez un autre niveau que moi et vous êtes capable, mais en tout cas, moi je ne trade pas ce marché pour cette raison. Donc après, je trade la devise russe, mais ça, les devises émergentes, c'est un petit peu un autre débat parce que là-bas, justement, il y a beaucoup moins de paramètres à analyser. Donc l'économie, généralement, elle est beaucoup plus simple. Et après, ils sont sensibles à 400 critères que nous pouvons anticiper de manière, bon, pas certaine évidemment, mais d'une certaine manière, on peut anticiper. Voilà, donc c'est juste un petit passage sur le marché de devises, parce que probablement quelqu'un est intéressé par faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc là, on a vu index dollar qui est au plus bas depuis 5 ans, euro-dollar, évidemment, il remonte, et attention, euro-CHF, c'est ce qui est assez intéressant, parce que là, il est reparti à la baisse, donc ça veut dire que l'appétit envers la devise suisse revient. Donc ça, c'est un indicateur que quand même, la nervosité retourne sur le marché. Donc, mais encore une fois, analyser la devise, c'est très difficile, parce que peut-être c'est juste la Banque centrale suisse qui a changé quelque chose, et ça peut affecter largement le cours de CHF. Donc, mais en tout cas, normalement, quand on voit le franc suisse s'apprécier, c'est un signal que les investisseurs veulent aller dans le safe haven, donc en fait dans les actifs les plus sûrs, dont franc suisse fait partie. Donc voilà, bon, c'est quand même un petit indicateur que probablement il y a de l'incertitude, il y a de l'inconnu, la plus d'inconnu sur les marchés financiers. Voilà, maintenant nous arrivons au taux d'intérêt et nous arrivons également au sujet principal de cette vidéo. Donc le 12 mai dernier, donc là je sais que c'est assez loin déjà, il y a eu une statistique qui a perturbé le marché financier. Les statistiques de l'inflation qui ont été publiées, ils sont ressortis 2 fois plus importants que ça a été attendu par les analystes, on va dire, les plus agressifs. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lors de la réouverture, l'inflation va s'exploser. Donc là, je pense qu'on avait déjà parlé beaucoup de fois dans mes vidéos café de dimanche. Je ne vais pas tout répéter, mais l'enjeu était que la Réserve fédérale a fait ses pronostics. Elle a fait le pronostic de 4% pour l'inflation pour cette année, mais déjà, cette pronostic est déjà largement dépassé. C'est ce que je disais déjà depuis plusieurs mois. Je ne crois pas une seconde au pronostic de l'inflation de la part de M. Jerome Powell. Et là maintenant, c'est en fait qu'il est encore une fois à côté de la plaque avec ses pronostics. Et par conséquent, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'il va nous dire lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Bon, pour ceux qui sont novices, parce que je sais qu'il y en a différentes catégories des abonnés Mind the Cash, je vais vous quand même rapidement, j'espère d'être rapide, vous expliquer un peu l'historique de tous ces événements. Donc tout a commencé comme pendant la crise des subprimes, quand on a dû lancer tous ces programmes de quantitative easing et avant de baisser les taux à zéro pour stimuler l'économie, pour stimuler vraiment la sortie de cette crise. En gros, on a inondé le monde économique avec de la liquidité pour éviter le crack du style 1929. Donc ça marchait, mais par contre on a pris des bonnes habitudes, on a senti bien que ça marche super bien, et c'est que programmes de QI ont resté pendant une décennie en fait déjà, donc c'était plus que 10 ans que ça a commencé et ça dure toujours. Il y avait une seule période qui est très intéressante à analyser aujourd'hui, c'est la période de fin 2018, d'ailleurs c'était une des meilleures périodes quand j'ai tradé short, c'est quand Jérôme Powell il a repris la hausse des taux et il a arrêté le programme de quantitative easing. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, en quelques mois, tous les actifs, en fait, à travers toutes les classes d'actifs, c'est vraiment la particularité de cette chute boursière de la fin 2018, c'était qu'il n'y avait vraiment pas l'actif refuge, y compris l'or, y compris les cryptos, tout s'est écroulé. D'ailleurs, les cryptos, je me souviens, corrigez-moi si je me trompe, je sais que vous avez beaucoup d'experts crypto sur la chaîne Mind the Cash, mais je ne me souviens pas exactement comment les cryptos se comportaient à l'époque, mais à l'époque c'était un marché encore trop petit, il était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui.
Et donc, mais en tout cas, les actifs classiques, tous se sont écroulés. Donc ça, c'était vraiment une période assez intéressante à analyser. Et c'est parce que c'était la seule période depuis la crise des subprimes qu'on a essayé de débrancher cette planche à billets et on a même essayé de remonter les taux. Et donc ça, c'était vraiment ridicule comme communication de Jerome Powell. Vous pouvez d'ailleurs encore trouver les anciennes vidéos de cette période sur la chaîne Mind du Cash, où en quelques semaines, vraiment littéralement en quelques jours, il a radicalement changé sa politique monétaire. Donc au lieu de dire que pour 2019, à l'époque, il prévoyait 3 hausses de taux, donc c'est quelque chose d'incroyable pour les marchés financiers, il a dit que finalement, il n'y aura pas aucune, et finalement, il y a eu des baisses de taux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose absolument impressionnant, et c'est pour ça que je dis souvent dans mes vidéos que ma confiance envers Jérôme Powell, envers ses communications, elle est quand même assez limitée, parce que c'est à partir de cette période-là que moi je trouvais que sa gestion, surtout sa communication, laisse quand même beaucoup à désirer. Et maintenant, nous arrivons au point quand nous devrons maintenant, à l'époque c'était le souhait, on va dire, des gérants de la Fed d'appliquer cette politique, mais aujourd'hui, avec la réouverture de Covid et avec l'explosion de l'inflation, je vous répète qu'en 2018, il y a eu une augmentation légère de l'inflation, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, avec cette inflation, on est obligé quelque part de modifier la politique monétaire, parce que la politique monétaire actuelle reste non seulement accommodante, mais elle reste stratosphériquement accommodante. Donc c'est parce qu'elle reste toujours la même que pendant la crise de Covid. Donc ça veut dire que c'est pas non seulement on injecte de l'argent, on injecte des sommes massives. En plus, Joe Biden s'est débarqué avec son plan de presque 2 trillions de dollars, que j'ai d'ailleurs aussi critiqué, parce que moi je trouve que c'est du pur populisme ce qu'il est en train de faire. Mais en tout cas, tous ces phénomènes vont encore booster l'inflation. Je ne sais pas jusqu'à où ça peut aller, mais à partir de certains niveaux, clairement, la Réserve fédérale devra agir, au moins devrait passer un message au marché que non, c'est stop, on ne peut pas continuer comme ça. Mais s'il passe ce marché, immédiatement, on va casser ce statu quo où on disait pendant des années et des années que ok, on va gonfler les marchés financiers et on ne va pas faire en sorte que cette liquidité créée par la Banque centrale ne redescende pas dans l'économie réelle. Donc du coup, ça crée un espèce d'équilibre. On pouvait très facilement se financer pour stimuler l'économie, mais l'économie, elle était un peu morose, du coup, il n'avait pas beaucoup de demandes pour le financement, et le développement se faisait, la croissance mondiale n'était pas folle pendant ces années-là, mais on pouvait maintenir ce statu quo sans créer une crise boursière. Maintenant, du coup, on a une grosse bulle dans la partie financière de notre monde, où il y a vraiment la bourse, il y a les marchés des futurs sur les matières premières, notamment les cryptos, les futurs sur l'or, etc. Donc tout ça, ça nage dans l'argent. En fait, il y a beaucoup d'argent, donc on peut acheter tous les fonds spéculatifs, en prendre très facilement de l'argent pour investir, pour spéculer sur tout un tas d'actifs. En tout cas, l'économie réelle, elle a l'accès de liquidité, mais sauf que vu qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas beaucoup de demandes pour les crédits. Et je vous rappelle toujours que ça, c'est d'ailleurs une confusion qu'ont beaucoup de personnes, que c'est pas la Réserve fédérale qui crée la monnaie, c'est les banques commerciales quand ils vous donnent les prêts et elles créent la monnaie. C'est à ce moment-là, quand vous signez votre offre de prêt ou offre de prêt de consommation, c'est à ce moment-là l'argent est créé dans le système. Mais ça ne marchait pas de manière aussi dynamique que les bourses pendant ces dernières années. Parce que la demande pour le crédit restait soutenue, mais elle n'était pas exceptionnel. Voilà, donc c'est pour ça. Et maintenant, nous allons vivre autre chose, parce que maintenant, on veut tous consommer, donc du coup, la demande pour le crédit sera énorme, et l'abondance du crédit, il est présent. Et donc, c'est pour ça que nous vivons des phénomènes assez intéressants, parce que, comme vous le savez probablement, moi, je cherche à acheter un bien immobilier pour moi, et c'est assez intéressant que, d'un côté, les banques centrales limitaient les dossiers éligibles au crédit aux dossiers les plus solides, on va dire. Donc là, maintenant, ils ont revisé un petit peu leur vision sur les taux d'endettement, etc. Je ne veux pas trop rentrer en détail. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si encore les vidéos immobilières vous intéressent, parce que bon, j'essaye parfois de lancer cette thématique sur la chaîne Mind the Cash. Voilà, donc en tout cas, on voit ces phénomènes qui peuvent paraître un petit peu contradictoires, mais en réalité, c'est pas si contradictoire que ça, parce que les banques centrales ont créé de la liquidité, mais les banques commerciales et les gouvernements, ils essayent de maintenir le statu quo pour que il n'y ait pas de dérapage financier, il n'y ait pas de dérapage de surconsommation et de surendettement. Et donc, maintenant,
nous arrivons au bout, quand nous sommes obligés, donc les banques centrales européennes, notamment la Fed, sont obligées de réagir, donc ils ne peuvent pas laisser muet face à l'inflation comme ça. Ils devront répondre aux questions difficiles, et quelle sera cette réponse? Personne ne sait. Donc, maintenant, je reviens par rapport à mon avis. Donc là, je vous disais depuis plusieurs mois déjà que moi, je ne crois pas à la remontée des taux de la Banque centrale. Je reste sur cette position. En revanche, il y a deux choses que je viens de vous dire. C'est qu'il y a les quantitative easing, c'est les injections, les rachats des obligations par les banques centrales qui permettent de, on va dire, de manipuler, bon, appelons les choses comme elles sont. Donc, ils essayent de faire des manipulation sur le marché de dette et artificiellement faire baisser les taux. Et la deuxième partie, c'est le niveau des taux directeurs. Donc moi, je ne crois toujours pas à une remontée des taux directeurs, ça c'est sûr à certains. En revanche, la question pour moi est ouverte, comment ils vont faire pour les quantitative easing, pour ces programmes d'assouplissement monétaire. Là, je ne sais pas. Et justement, si la Réserve fédérale, en tout cas, devrait commencer par faire du tapering, ce qu'on appelle tapering, c'est l'inverse au quantitative easing, donc ça quand on commence à réduire les liquidités dans le système. S'il commence à faire du tapering sur les rachats des obligations, déjà ça sera un signal très baissier et j'ai peur que finalement ils seront obligés de le faire parce que même moi, même si moi qui trouvais que les pronostics de la Réserve fédérale par rapport à l'inflation pour cette année sont à côté de la plaque, donc déjà c'est en fait, autant moi je ne m'attendais pas à un tel dérapage de l'inflation. Voilà. Donc maintenant la position de la Fed elle est suivante selon le dernier communiqué, c'est que il trouve que cette flambée de l'inflation sera temporaire. Peut-être, mais est-ce qu'il sera temporaire à 4%? C'est ok, mais s'il sera temporaire à 10%, j'ai peur que ça va quand même créer des dégâts collatéraux. Donc voilà, ça sera vraiment la réunion de la Fed sera déterminante et elle va changer les tendances boursières. Jusqu'à cette réunion, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas se projeter sur la tendance des marchés généraux. En revanche, même si je reste quand même assez dubitatif par rapport au tapering, je suis obligé quand même d'analyser ce scénario alternatif. Bon, parce que il devient de plus en plus probable, mais donc du coup, cela veut dire que je devrais analyser qu'est-ce qui va se passer si jamais j'ai tort et si jamais la Réserve fédérale prend de l'avance et commence à dire qu'on va faire du tapering et voir remonter les taux. Donc ça sera pour moi, ça sera le même scénario comme dans 2018. La situation actuelle aujourd'hui, par rapport à 2018, elle change d'une seule chose. Il y a une seule différence que maintenant, c'est l'ampleur X5. Donc cela veut dire qu'à l'époque, on était endetté, à l'époque, on avait énormément de liquidités. Aujourd'hui, surtout après l'année 2020, on a juste des montants gigantesques de l'endettement et des montants gigantesques de la liquidité de le système. Donc du coup, le phénomène sera encore plus important. On devra vivre exactement le même scénario comme dans 2018. Donc ça sera tout simplement la chute des marchés sur tous les marchés sans aucun actif refuge. Donc là, c'est pas pour vous faire peur, j'essaie de modéliser cette situation. Ça, c'est dans une situation où la Réserve fédérale annonce le tapering sur les QI, donc l'arrêt des QI à une date précise, et bien évidemment, il donne le guideline pour la remontée des taux. Dans ce cas-là, je vois ce scénario, je ne vois pas autre chose. Il y a d'autres risques aussi qu'il faudra évoquer, c'est que n'oubliez pas qu'il y a énormément de sociétés qu'on appelle des sociétés zombies. Qu'est-ce que c'est les sociétés zombies? Ce sont des sociétés qui utilisent tous leurs revenus uniquement pour payer les taux d'intérêt. Donc ça veut dire quand leur résultat opérationnel il est inférieur au taux d'intérêt qu'ils payent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces entreprises, elles vivent uniquement grâce à la systématique revision de leurs taux. Ils refinancent leurs dettes et avec ce refinancement de la dette, ils espèrent d'avoir les taux plus intéressants pour rester à vie. Il y a énormément de sociétés comme ça et ces sociétés zombies, ils peuvent créer un crack obligataire sur les marchés de junk bonds, ce qu'on appelle, et donc les ETF de junk bonds peuvent littéralement exploser dans un scénario où la Réserve fédérale arrête les QI. Donc c'est pour ça que si moi je le sais, je suis persuadé que la Réserve fédérale le sait, Jérôme Powell le sait, mais et je ne crois pas, c'est pour cette raison, je ne crois pas qu'ils vont passer de manière aussi agressive dans le tapering. Donc, si on essaie de modéliser ce scénario, dans ce cas-là, quelque chose comme ça qui peut se passer. Maintenant, je vous ai déjà fait peur suffisamment, je pense. Là, je vais être un peu plus positif. Et notamment pourquoi je pense que
ce scénario reste quand même relativement peu probable. Regardez sur votre écran, vous voyez la courbe des taux. Donc pour ceux qui sont novices, je rappelle encore une fois que la courbe des taux, c'est une courbe ascendante en fait qui montre quel taux actuellement elle est proposé par le marché pour une telle ou telle maturité. Donc plus la maturité est élevée, plus le taux est élevé. Donc évidemment, par exemple, quand vous achetez une maison, si vous prenez un emprunt à 30 ans, donc forcément, 30 ans on ne peut plus faire d'ailleurs, et c'est une des d'ailleurs de nouvelles lois. Le taux sera plus supérieur que si vous prenez un prêt à 15 ans. Donc ça, en gros, ça s'applique sur les obligations d'État également. Parfois, cette courbe peut être inversée, mais ça, c'est des cas assez rares. Donc on peut avoir une décorrélation. Et si on observe aujourd'hui le spread, en fait, la différence entre les taux plus courts et les taux plus longs, en général, les taux principaux que les investisseurs observent, c'est le 10 ans et les 20 ans. Donc vous voyez qu'entre 10 ans et 20 ans, il y a quand même une différence, mais cette différence n'est pas folle. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas constater en regardant cette courbe de taux, même si elle est beaucoup plus ascendante qu'avant, on ne peut pas constater qu'il y a un risque de explosion des taux d'intérêt. Donc si le marché il aurait pricé aujourd'hui la remontée des taux directeurs de la Fed, dans ce cas-là, cette courbe devrait avoir une autre forme. Donc pour moi, du coup, ce marché intelligent, c'est un des marchés les plus intelligents et c'est un marché un des plus liquides. Aujourd'hui, il ne donne pas ce signal qu'il y a une attente envers l'augmentation des taux. Peut-être il se trompe, ça m'étonnerait, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a aussi un autre marché que je regarde parfois, c'est le marché des inflation-linked bonds. Donc ça, c'est les obligations qui sont indexées à l'inflation. Elles-mêmes, il n'y a aucune agitation sur ce marché non plus. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas spécialement de risque imminent d'explosion des taux d'intérêt. Voilà, en tout cas, le marché ne le voit pas. Peut-être encore une fois, il se trompe. Mais je vous rappelle quand même encore une fois, juste encore un petit peu pour vous faire peur, que ce marché est quand même manipulé, comme je viens de vous dire, qu'il y a des interventions régulières de la part de Réserve fédérale. Et donc, du coup, il y a très probablement que la Réserve fédérale ne veut pas non plus, veut garder une certaine shape qu'on appelle de la courbe de taux. D'ailleurs, dans le discours de la Réserve fédérale, vous allez souvent entendre parler de la forme de courbe de taux, ils appellent le shape en anglais. Et donc là, souvent, ils prennent le contrôle sur le shape de la courbe de taux quand il y a des perturbations. Notamment, ils parlent de ça dans le contexte d'inversion de la courbe quand il y a une récession attendue par le marché. Un autre point qui pourrait éventuellement vous rassurer, je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, c'est comme j'ai posté dans un de mes posts sur Telegram que je fais tous les matins, que la Banque centrale européenne, elle ne se prépare à aucune remontée de taux, aucune révision de la politique monétaire. Donc pour moi aussi, c'est aussi quelque part un signal parce que les grandes banques centrales généralement essaient de se coordonner. Si la Banque centrale européenne, qui va parler la semaine prochaine, ne prévoit pas de changement de la politique, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi la Réserve fédérale devrait le faire. Et si elle le fait, ça va faire une certaine décorrélation entre les deux banques centrales majeures. Donc pour moi, c'est quand même un scénario peu envisageable. Voilà, pour faire un petit résumé sur mon discours par rapport au taux d'intérêt de l'inflation, pour moi, nous sommes dans la situation où il y existe un problème, où il y a un problème, mais pour l'instant, personne ne s'inquiète par rapport à ce problème. Donc voilà, quand est-ce que les marchés vont commencer à s'inquiéter? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, ils devraient commencer à s'inquiéter à un moment donné. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de hedger mon portefeuille, de prendre des couvertures pour protéger les gains de mon portefeuille principal. Voilà, juste à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer rapidement les statistiques qui ont été publiées cette semaine. Donc là, vous voyez que toutes les statistiques qui sont liées à la reprise ressortent systématiquement mieux que prévu, et donc déjà les anticipations sont très agressives, et notamment ce qui a perturbé le marché, c'était le ADP Non-Farm Payrolls. Ça, c'est aussi une statistique liée à l'emploi américain. Il y a une statistique qui n'est pas encore publiée au moment quand j'enregistre cette vidéo, et cette statistique qui va être publiée genre dans quelques minutes, c'est elle qui va affecter la tendance de la fin de cette séance de vendredi. Voilà, donc là, sur ça, c'est tout. Donc je vous souhaite tout le meilleur. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un like. J'espère que ça vous a plu. Ça va vous servir de prendre les bonnes décisions pour optimiser votre stratégie. Donc, je vous souhaite le meilleur, passez un très bon dimanche ensoleillé, profitez bien du soleil, donc là l'été arrive chez nous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Telegram cette semaine ou dans les prochaines vidéos sur la chaîne Mind du Cash. À bientôt, bye bye.